Bien, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour réfléchir devant vous à des problématiques un peu plus peut-être politiques ou sociétales que celles qui ont été abordées. Elles étaient passionnantes à travers les propos qu'on vient d'entendre du docteur Flavigny. Merci à Ludovine de la Rochère de m'avoir lancé cette invitation. Et je lui ai proposé, quand elle m'a parlé de ce projet, un thème qui me paraissait important puisque nous étions en pleine commémoration, la commémoration n'est pas célébration, du 50e anniversaire de mai 68. Je lui ai dit, la corrélation entre le mouvement de mai 68 et le débat qui nous préoccupe aujourd'hui est tellement évidente qu'elle mérite d'être explicitée. C'est ce que je me propose de faire devant vous maintenant. En quoi ce qui s'est passé en mai 68 intéresse-t-il la question éthique qui est posée aujourd'hui à la société française? Qu'avons-nous à apprendre en interrogeant cette période de notre histoire récente? Y a-t-il un continuum entre l'idéologie 68arde, ce qu'on a appelé la libération sexuelle, et l'extension illimitée du domaine de la marchandise à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés? En un mot, le débat sur la PMA sans père est-il le prolongement idéologique ou, si vous préférez, le développement logique des idées que portaient en germe les slogans de mai 68? Vous en souvenez tous, jouir sans entrave, prenez vos désirs pour des réalités, ou bien encore, soyez réalistes, demandez l'impossible. Mai 68, quoi qu'en aient dit ses instigateurs, ne fut pas un mouvement politique, mais le masque dont s'est affublé l'avènement de la démocratie des individus, c'est-à-dire un mouvement qui fédérait pour la première fois des demandes et des revendications de nature non politique. Un mouvement qui, dans sa dimension gauchiste et libertaire, a mis en avant les enjeux apparemment post-matérialistes du sociétal et du culturel aux dépens de ce qui occupait la scène jusqu'alors, c'est-à-dire le politique et le social. En cela, mai 68 aura été à la fois l'accélérateur et l'amplificateur de ce qu'il faut bien appeler la grande révolution anthropologique, je dirais la grande révolution du prométhéisme anthropologique qu'a connu la période 1960-1975, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Une révolution, oui, une révolution dont Pier Paolo Pasolini, le cinéaste et intellectuel italien, a pu dire, parlant du nouvel ordre économique imposé par le consumérisme naissant, que celui-ci ne produisait pas simplement ou seulement de la marchandise, mais qu'il était en train de produire une nouvelle humanité par le biais de la culture de masse, et notamment de la télévision. Comprendre ces ruptures anthropologiques est fondamental si l'on veut appréhender la nature exacte du processus actuel et ses enjeux. La première rupture, le docteur en parlait tout à l'heure, est évidemment ce qu'on peut appeler la mort du père, la destitution politique, juridique et biologique de la figure masculine de l'autorité. Destitution politique, elle ne date pas d'hier, on va dire, elle a été commencée depuis longtemps. Elle débute avec la philosophie des Lumières, qui ouvre la révolte moderne des fils contre la tutelle paternelle. C'est l'Oedipe de Voltaire, c'est l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, c'est la fameuse exclamation de Diderot dans Le Fils naturel, des pères, il n'y en a point, il n'y a que des tyrans. En ce sens, le régicide du 21 janvier 1793 est bien un parricide, comme Balzac l'a parfaitement analysé en disant qu'en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. La décapitation du souverain est bien, comme l'ont dit un certain nombre d'historiens, une mutation capitale de notre civilisation. On passe d'une société de pairs à une société de pairs, P-A-I-R-S, devant la loi, c'est-à-dire une société de frères, c'est-à-dire une société de frères sans père. Paradoxalement, ce sera la nostalgie du père, la quête de la figure paternelle amoindrie ou disparue,
qui va achever d'ébranler l'ordre patriarcal, avec l'émergence des dictatures dans l'entre-deux-guerres. L'avènement de ces petits pères du peuple, qui furent autant de pères terribles, de pères tyranniques, qui, tel le Chronos de la mythologie antique, finiront par dévorer leurs propres enfants. En imposant dans l'imaginaire collectif l'image d'un père ôtant la vie, ce qu'avait commencé à faire la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale aura agi comme une arme de destruction massive de la figure paternelle. Dès lors, l'agonie du monde des pères, du vieil ordre patriarcal, du « oui chef, oui patron, oui papa, oui chéri » était programmée. Il est vrai que le père, en tant que principe, prototype et source de toute autorité, avait été déjà la cible, avant-guerre, de Wilhelm Reich et des théoriciens freudo-marxistes de l'école de Francfort, qui avaient prôné, qui furent à l'origine de l'utopie permissive de la Vaterlose-Gesellschaft, de la société sans père. C'est de cette mouvance, c'est de cette école que s'inspire le mouvement de mai 68, qui établit un lien systémique entre l'oppression bourgeoise d'une part et l'ordre patriarcal. S'en prendre au père, c'est saper les fondements du pouvoir. D'ailleurs, un des slogans de mai 68, qui n'est pas le plus connu, mais qui est sans doute l'un des plus révélateurs, est « Papa pue ». Papa pue. Il est d'ailleurs parfaitement édifiant quand on regarde, on les a vus il y a peu de temps, les images de la scénographie de mai 68, qu'elle cible directement la figure du général de Gaulle à un double titre, celui de monarque républicain et celui de père de la nation. On le relègue par voie d'affiche dans la galerie des pères tyranniques entre Franco et Salazar. On procède à la pendaison symbolique de son effigie. Philippe Muret a eu raison de noter que c'est avec l'appel radiodiffusé du général de Gaulle le 30 mai 1968, appel à la manifestation contre la déferlante de mai, c'est avec cet appel que retentit pour la dernière fois la voix du père dans la société française. Après viendra le temps des papas poules, des papas poussettes. D'autres objecteront qu'il s'agit là d'un grand classique de l'histoire et que finalement ça n'a rien de très nouveau. Le meurtre du père est de tous les temps, comme le conflit des générations, mais la nouveauté, c'est que le conflit, cette fois-ci, entre le père et le fils, n'est plus seulement ou simplement un conflit de pouvoir. Il était d'autant plus pressant que c'était la génération des baby-boomers, la génération des enfants nés après-guerre, ou même pendant la guerre, parce que le baby-boom, il commence en 42, il ne commence pas en 45. Eh bien, cette génération-là qui poussait les pères à sortir de la scène de l'histoire, eh bien, le conflit ne porte pas simplement sur le pouvoir, mais c'est un conflit de valeurs. Et c'est ça qui est très nouveau. Le conflit de génération classique s'inscrivait dans un même système de valeurs, à l'intérieur du champ traditionnel de ce qu'on appelle la rivalité mimétique. L'enjeu central de l'affrontement était la virilité, c'est-à-dire la capacité à exprimer et à incarner la puissance. C'est ça que le fils voulait dérober au père. Le docteur en a parlé tout à l'heure en nous renvoyant à ce qu'était ce processus du meurtre du père. Cette fois, le rejet du père ne se fait plus au nom de ce qu'il a été et qu'il n'est plus, mais précisément à cause de qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire un père. Il exprime ce rejet non plus de la part du fils la volonté de prendre la place du père, mais au contraire le refus catégorique de vouloir l'imiter pour lui succéder. Cette génération, que je connais bien, c'est la mienne, cette génération des baby-boomers, cette génération de mai 68, pour reprendre la formule du philosophe allemand Peter Sloterdijk, est la première génération anti-généalogique de l'histoire. Le modèle, ce ne sont plus les pères et les ancêtres, ceux qui vous ont précédés, mais le contemporain, ou mieux encore, on se prend soi-même pour modèle. C'est cela la modernité, la victoire des modes sur les mœurs, ce mythe de l'auto-engendrement que dénoncera le sociologue américain Christopher Lasch à travers ce qu'il appellera la culture du narcissisme.
Demain, la PMA, dite PMA pour toutes, vous avez raison de souligner et de mettre l'accent sur la duperie et la tromperie des mots. Demain, cette PMA pour toutes, si elle devait être adoptée, franchirait un degré supplémentaire en consacrant à travers l'institutionnalisation de la naissance d'enfants sans père la suppression juridique de la généalogie paternelle. Et la boucle sera ainsi bouclée. Ce mouvement de destitution politique et symbolique du père s'est accompagné durant la même période d'un vaste processus de destitution juridique et biologique. Alors, on ne va pas énumérer toutes les lois qui ont jalonné ces 15 ans, quelques-unes quand même. La loi de 65 qui supprime la tutelle maritale, sans doute était un progrès. La loi de 66 sur l'adoption plénière, le docteur en parlait tout à l'heure, qui donne le même droit à l'enfant adopté qu'à l'enfant légitime. La parenté sociale et affective devient aussi importante, peut-être même plus importante que la filiation et la parenté biologique. La famille classique n'est d'ailleurs même plus la référence, puisque cette même loi de 66 va accorder à une personne seule la faculté d'adopter. Mais c'est incontestablement la loi Neuwirth du 28 décembre 1967, dont les décrets d'application prendront 3 ans ou 4 ans, puisque c'est 71-72 à être publiés. C'est la loi Neuwirth qui, en légalisant la contraception féminine, organise véritablement le dynamitage de la société patriarcale ou de ceux qui en restaient. Ce sont, grâce ou à cause de la pilule, les femmes qui désormais vont arbitrer l'accès des hommes à la paternité. Ce que la sociologue Evelyne Schulrow résumera en une formule percutante. La femme a dérobé à l'homme le feu du ciel. Des couronnements plus symboliques celui-là, mais qui prolonge ce mouvement, la loi de 70, qui substitue l'autorité parentale conjointe à l'autorité paternelle. Exit le chef de famille, exit le pater familias, et à la figure immémoriale de la domination masculine qui se voit expulsée sans ménagement du Code civil, au sommet duquel le droit romain et Napoléon l'avaient installé. Terminé. La dernière étape est franchie avec l'escamotage, enfin c'est toujours la dernière étape avant la suivante, mais celle-là est importante, avec l'escamotage pur et simple de la figure paternelle. Ce sera chose faite en raison de l'explosion des divorces consécutive à la loi de 1975 instaurant le divorce par consentement mutuel. Explosion qui aura pour conséquence, dans un grand nombre de cas, de faire advenir ces nouvelles formes de paternité par défaut que sont le père absent, le père manquant, le père ostracisé. Là est la grande conquête de la modernité, mesdames et messieurs, dans cette dévalorisation du père comme instance culturelle, dans la disparition progressive des fonctions rituelles qu'il exerçait jusque-là. Inventée par les docteurs Folamour du progressisme, la PMA sans père n'est au fond que l'aboutissement logique de ce vaste mouvement. À cette nuance près que la dévaluation et la disparition de la figure paternelle, qui n'était hier que la résultante d'un processus de déliaison, devient aujourd'hui un choix délibéré. L'autre versant de cette rupture anthropologique, c'est celui de la désacralisation et de la, je dirais, reconfiguration marchande du corps féminin, dont la libération sexuelle de mai 68 aura été une étape décisive, j'allais dire importante, non, décisive. Alors certes, une grande partie du travail, de ce travail idéologique, avait été effectuée auparavant, notamment à travers l'œuvre de Simone de Beauvoir, qui, la première, va contester l'essentialisme en présentant le féminin non pas comme une essence, mais comme un devenir. D'où le refus de ce qu'elle nomme l'enfermement biologique de la maternité, dans la maternité. D'où la dépréciation et la profanation du corps maternel et du fœtus que l'auteur du Deuxième Sexe décrivait dans ces termes. Vous ne les connaissez peut-être pas. Gélatine tremblante qui s'élabore dans la matrice, l'embryon glaireux ouvre le cycle qui s'achève dans la pourriture de la mort. Nous, on pensait plutôt que c'était le cycle qui ouvrait la vie.
Il n'y a donc plus de nature féminine. Il n'y en a jamais eu. Mais un fait socio-culturel construit historiquement. La maternité n'est plus un destin, c'est un choix. L'homme et la femme ne sont rien d'autre que les projets, que leurs projets, le projet qu'ils portent. Nous choisissons nous-mêmes notre être. Effectivement, d'être irréductiblement maternelles, les femmes deviennent peu à peu des êtres potentiellement maternels, à la faveur des nouvelles normes, qui accordent désormais la primauté à l'accomplissement de soi, à l'écoute de ses désirs. Un enfant, si je veux, quand je veux, proclamait le slogan féministe des années 1970. Voilà aujourd'hui qu'il ressurgit et qu'il s'accomplit pleinement avec le projet d'autoconservation des ovocytes qui, s'il était adopté, déboucherait sur un véritable marché de la procréation. Alors, c'est bien d'un dévoilement qu'il s'agit, avec le recul du temps. La libération sexuelle prônée par l'idéologie 68arde apparaît pour ce qu'elle est, se révèle pour ce qu'elle est. Sous couvert d'émancipation individuelle, elle se ramène à une nouvelle extension du domaine de la marchandise, à un reformatage du corps féminin, tantôt en corps consommateur, tantôt en objet de consommation. Qui sait dans cette salle que le mouvement français pour le planning familial, ce mouvement que le nouvel ordre moral que nous subissons aujourd'hui, mais qui ne dit pas son nom, que ce nouvel ordre moral nous présente comme l'artisan, le pionnier de la maîtrise de la fécondité et donc de la libération des femmes, eh bien, le mouvement pour le planning familial fut aussi la couverture, soi-disant humaniste, d'un intense business de la part de ses dirigeants. Qui sait, par exemple, que sa fondatrice, le docteur Lagroix-Vaillalé, décorée de la Légion d'honneur par Mme Yvette Roudy, alors ministre des Droits des Femmes, possédait, à titre personnel, la marque Génola, une gelée spermicide pour la diffusion de laquelle le planning familial avait passé un accord financier avec le laboratoire pharmaceutique CDD, spécialiste des dispositifs pour la gynécologie. Je ne tire pas ces informations d'une fiche de police, je n'y ai jamais eu accès, même du temps où j'étais à l'Élysée, je n'avais pas les prérogatives de M. Benalla. Je tire cette information de la lecture d'un vieux numéro de Libération de 1974. Libération. Qui sait que le docteur Simon, Saint-Simon, le frère Simon, l'auteur vénéré ô combien vénérable du rapport du même nom en 1972 sur la sexualité des Français. Eh bien, le docteur Simon, autre pilier du planning familial, était également à titre, je vous précise, ni gracieux ni bénévole, l'un des principaux fournisseurs en stérilet des cliniques privées dans les années 70. Ne mentionnons que pour mémoire les profits colossaux générés par la pilule et accumulés par les laboratoires pharmaceutiques. Car chacun aura compris que la pseudo-libération sexuelle passait en réalité par la création d'un immense marché destiné au contrôle des sexualités et au contrôle des corps sexués. En réalité, la contraception chimique n'aura délivré les femmes de la domination masculine que pour mieux les asservir à d'autres formes de domination masculine, comme le montre excellemment le livre de Marianne Durano, « Mon corps ne vous appartient pas ». D'abord, en rendant le corps féminin entièrement et en permanence disponible pour le désir des hommes. Ensuite, en plaçant ce même corps féminin sous le double contrôle de la chimie et du corps médical. Ce que Michel Foucault dénonçait, comme les systèmes de pouvoir-savoir. Eh bien, voilà la femme soumise à cette domination-là, mais personne ne s'en aperçoit, ou personne ne veut le dire, surtout. Curieuse émancipation que celle qui soumet le corps à l'emprise de la technique et en fait un enjeu marchand. En veut-on un dernier exemple? On le trouvera dans la corrélation mécanique entre la prétendue libération des femmes qui a suivi mai 68 et la diffusion proportionnelle de la pornographie. 1974, c'est dans la mémoire collective l'année du débat sur la loi Veil légalisant l'avortement. Une loi qui a censément pour but, pour objectif, d'émanciper les femmes, de leur donner la pleine souveraineté sur leur corps. À bien regarder cependant, avec un œil d'historien attentif
à l'évolution des mentalités et au mouvement d'opinion. Ah bien, regardez, la femme de l'année 74, ce n'est pas Simone Veil. À l'époque, il faut le dire, assez peu populaire, surtout à droite. Non. La femme de l'année 74, mais dont les chances de se retrouver un jour au Panthéon sont, semble-t-il, assez minces, encore qu'il ne faut jurer de rien, c'est Sylvia Kristel, l'héroïne d'Emmanuel, le film de Jules Jekin qui attirera cette année-là plus de 10 millions de spectateurs. Voilà le fait sociétal marquant de cette année-là. Autrement dit, le triomphe de la femme-objet, de la marchandisation du corps féminin, bientôt promu phénomène de société du fait de la loi giscardienne de 1975 qui leva la censure sur les films pornographiques. Les féministes qui s'élèveront tardivement contre la marée noire pornographique se refuseront là encore à voir l'essentiel, à savoir que la concomitance entre l'émancipation de la femme sujet et la promotion de la femme objet, entre la libération sexuelle et la reconfiguration sous forme de marchandise du corps féminin n'est pas fortuite. Autrement dit, que le processus de désacralisation et de marchandisation du corps des femmes participait d'une dynamique systémique qui ne pouvait s'arrêter à mi-chemin. Aujourd'hui, avec la PMA sans père et demain la GPA, nous sommes confrontés à une nouvelle avancée de cette dynamique. En fait d'émancipation, le corps féminin est réduit à sa seule réalité économique, une réalité où, si vous préférez, un capital susceptible d'être valorisé et rentabilisé de toutes les façons possibles et imaginables. Mesdames et messieurs, mon propos ne consiste pas à dresser l'inventaire morose et mortifère des victoires de l'individualisme moderne aux dépens de l'intérêt collectif et du bien commun. Non, mon propos vise à tirer les leçons stratégiques et tactiques de tous les combats qualifiés aujourd'hui d'arrière-garde qui ont été menés depuis un demi-siècle contre les avancées du progressisme sociétal. Première leçon, apprenons à nous méfier des faux amis. Le respect de la vérité historique m'oblige à faire ce terrible constat, ce sinistre constat. Toute la production législative qui a accompagné en amont et en aval la révolution sexuelle de 68 n'a pas été initiée par la gauche. Elle a été mise en œuvre par la droite. Ce n'est pas François Mitterrand. Ce n'est pas François Mitterrand qui a été élu en 1965, ni en 1974, vous vous en souvenez, moi aussi. La responsabilité de cet état de fait incombe exclusivement aux gouvernements de droite qui se succédèrent durant cette période et entreprirent, dans un contre-emploi ahurissant, de révolutionner l'institution familiale en y introduisant intégralement les principes de liberté et d'égalité, le primat du désir individuel sur l'intérêt collectif. Il y a deux citations qui cernent parfaitement l'incapacité de la droite à penser une anthropologie qui lui soit propre. Je ne résiste pas évidemment à l'envie de vous les communiquer. La première, elle est de Mark Twain. Les gens de gauche inventent de nouvelles idées. Quand elles sont usées, les gens de droite les adoptent. La seconde est de Chesterton, qui disait « Le monde est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. » C'est le fameux effet de cliquet qui conduit la droite à valider rétrospectivement la dernière avancée sociétale qu'elle a faim de combattre, tout en promettant urbi et orbi de s'opposer irréductiblement à la suivante. Ça fait un demi-siècle que ça dure. Comme si les causes perdues cessaient du fait même de leur défaite d'être des causes justes. Eh bien non, nous ne croyons pas que les causes perdues cessent d'être des causes justes. Gardons-nous donc des faux amis, mais aussi ne nous trompons pas dans le choix et la hiérarchie des moyens appropriés à la situation, des moyens appropriés à la riposte. Oui, cher Ludovine, faute d'un débat apaisé, il faudra bien investir la rue pour y faire entendre
pour y faire entendre l'immense clameur de tous ceux qui, face au projet barbare de la fabrication de l'enfant, voudront faire entendre le non possumus des apôtres, le cri de leur conscience. Mais la rue, chère Ludovine, quelle que soit la longueur des cortèges qui défilent, n'est pas l'instance d'appel en démocratie. L'instance de recours, ce sont les urnes. À la différence de ce qui s'est passé en 2013 avec le mariage homosexuel, le débat de révision de la loi sur la bioéthique ne sera pas un débat hors sol. Un débat circonscrit aux représentants d'une démocratie de moins en moins représentative, nous le savons tous, il n'y a qu'à regarder les chiffres. Il sera suivi, avec les élections européennes de mai 2019, d'une échéance électorale d'autant plus importante qu'elle interviendra dans un contexte européen de révolte générale des peuples. Ceux qui ne croient plus en l'histoire, vous les connaissez, il y en a même peut-être dans cette salle, vous diront que ces combats, je veux dire les combats politiques, sont inutiles, compromettants, salissants, voire dégradants. Après tout, j'aurais quelques raisons personnelles de partager ce point de vue. Mais la réalité, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que c'est l'histoire qui a cessé de croire en eux. Alors peu importe qu'ils ne croient pas à l'histoire. L'important, disait Bernanos, n'est pas d'accélérer ou de retarder le cours des choses. Car quel qu'en soit le cours, les choses n'écrasent jamais que leurs esclaves. L'important, c'est d'aider à maintenir debout des hommes capables de fierté, des hommes capables de résistance. Ne pratiquant pas la rhétorique inclusive, je vous fais grâce du reste. Bien sûr, cher Ludovine, vous êtes compris parmi les hommes capables de résistance. Oui, chers amis, oui, chère Ludovine, je le crois profondément et personne ici, dans cette salle, ne doit plus en douter. Le temps est venu de la résistance.